Je crois qu'on n'était pas prêt. Bonjour à toutes et à tous, c'est Scream et on se retrouve aujourd'hui pour la review des épisodes 7 et 8 de Wakfu saison 4. Comme d'habitude, je rappelle qu'on va spoiler, donc si vous n'avez pas vu les épisodes, je vous invite à aller les visionner sur Oku, je vous mets le lien en description. Et on vient tout juste de dépasser la moitié, ce qui signifie que la fin arrive à grands pas étant donné que les 3 derniers épisodes seront diffusés en même temps. Mais concernant ces épisodes, j'ai vraiment pris mon pied. Déjà en grande partie car on a été gâté par d'excellentes scènes, mais aussi car j'ai l'impression que les défauts et questions que j'avais soulignés dans les reviews précédentes ont été entendus et ont été résolus. Ce qui n'est évidemment pas possible, mais c'est une sensation très agréable. Mais comme d'habitude, on va développer tout ça en revenant sur les événements des épisodes, ainsi que la partie technique et la partie théorie. L'épisode commence donc avec Madagascar, qui nous explique ses origines de famille d'assassins et que par la dernière volonté de sa femme, il mit ses 2 filles à l'écart en les confiant au roi Sadida, et qu'il a bien le pouvoir d'écouter ce qui se passe à l'autre bout du monde, qui est bien sûr amplifié par sa cécité. Et je pense qu'on serait effectivement nombreux à avoir la même réaction que Evangeline, avec la présence de ce monsieur qui vient sans prévenir raconter son histoire, et qui vient en plus se permettre de demander à votre mari de partir. Cependant, ça va laisser une fenêtre de tir pour Flopin qui va s'empresser de la saisir, ce qui peut vraiment annoncer du très bon pour la suite du personnage, qui a effectivement un peu grandi dans l'ombre de sa sœur Ellie. Ellie qui d'ailleurs a dessiné ce pauvre pou sur son punching ball, et j'ai bien aimé le jeu du bras de fer entre Tristopin et Goultard, qui n'est pas une course à la force, mais plutôt une course à savoir comment la maîtriser. Et en parlant de révélation, on en a une tant attendue avec Nora. Nora qui nous parle donc du nécromonde où a été enfermée la grande déesse, ainsi que du maître des lieux, Tauros Mordal, le premier à avoir réuni les 6 Dofus primordiaux. Elle aurait donc passé des milliers d'années à chercher sa mère avec son frère Ephrim, jusqu'à la retrouver avec les Nécromes. Ephrim, qui a d'ailleurs l'apparence d'un dragon oriental, ce qui change pas mal des autres médias, s'est donc sacrifié pour laisser sa mère et Nora s'échapper. Mais je développerai ce point un peu plus dans la partie théorie. Quoi qu'il en soit, les soupçons du créateur des portails d'invasion commencent à s'orienter vers Killby, et d'ailleurs Yugo ne va pas le lâcher, mais en toute honnêteté, je pense que Killby n'a vraiment rien à voir avec tout ça. Déjà car son alibi tient plutôt la route, et surtout qu'il n'a pas vraiment de mobile. À part bien sûr découvrir les espèces du nécromonde. Et il nous donne également l'information que les héliatropes ne sont pas les seuls à pouvoir faire ce genre de portail. Donc Yugo et Nora partiront informer les dirigeants du monde des 12 de la menace des nécromes. Et même si ces derniers reconnaissent la valeur de Yugo, ils se montreront tous réticents au peuple héliatrope. À l'exception d'Armand qui est selon moi le seul à avoir eu la bonne réaction, mais je suis quand même déçu de la part du peuple de Suffoka qui avait combattu aux côtés de la confrérie du Tofu et qui avait une dette envers le royaume Sadida. Mais qui sait, on n'a peut-être pas fini de les revoir. Et l'épisode se terminera donc sur une séquence que vous êtes nombreux à avoir déjà vue dans le Nécromonde, avec la première apparition de Tauros dans la série. Et maintenant qu'on a le son de cette scène, on peut savoir enfin ce qu'il nous raconte. Et on apprend par la même occasion que le Rotalstrom était son ancien adversaire. Et j'ai l'impression que dans l'intonation de Tauros, il soit devenu son animal de compagnie. C'est bien, mon vieil ennemi. C'est bien. Et ce qui est toujours aussi fascinant avec cette scène, c'est que le rayon de Wakfu semble également redonner vie au décor. Et concernant Tauros, la première fois que je l'ai vu, je n'étais pas très convaincu par son design de grand antagoniste, mais plus je le regarde, plus j'ai l'impression qu'en étant petit, il m'aurait terrifié. Affamé. L'épisode 8 commence donc avec une scène plutôt émouvante et bien réalisée avec le revoir de Flopin. J'ai juste été surpris par la réponse de Tristopin, qui dit qu'ils étaient à peine plus âgés avec Eva quand ils se sont rencontrés par rapport à Flopin, mais quasiment 10 ans de différence, c'est pas vraiment ce que j'appelle à peine plus âgés quoi. Mais j'ai peut-être envie de dire cervelle de Yop. On reprend dans l'Inglorium avec un plan subjectif de Killby assez bien fait, qui a besoin de toucher un Dofus pour récupérer son bras. Adama il lui répond légitimement donc « Frère, qu'est-ce que t'es en train de faire ?» Mais ce qui va conclure l'échange, c'est un plan sur le Dofus qui semble être celui de Shinonome. Il peut avoir plusieurs significations, peut-être que Shinonome est capable de communiquer avec Adamai, ou bien peut-être pour lui rappeler son dernier usage. Au retour de Yugo, Amalia et Joris se joindront au groupe, et on assistera à une partie de loup-garou entre les différents membres du conseil concernant les portails. Et Yugo, qui n'a pas fini d'accuser Killby, affrontera son frère dans un excès de colère. Et je ne sais pas si c'est intentionnel, mais si c'est le cas, c'est super bien fait. Durant toutes ces scènes, je n'ai aucune empathie pour Yugo, qui est, je le rappelle, censé être le héros de la série. Ce dernier reprochera même à son frère handicapé de tricher pendant le combat. D'ailleurs, ses cheveux sont peut-être la source de son apparence hybride avec ses yeux bleus et ses tatouages, mais en tout cas, cette scène de combat est incroyable. J'ai l'impression qu'ils ont refait en mieux la scène où Yugo tombe en chute libre dans la dimension blanche. Et avec ses milliers d'années d'expérience, Killby nous dévoile d'autres tours. Et même sans l'Ilia Cube, Killby domine tellement son adversaire que même en annonçant ses coups à l'avance, Yugo ne peut rien faire contre
contre lui. Et je trouve que c'était une correction bien méritée dans le contexte qui a amené cette scène. Mais de toute façon, il sera remis sur pied après un bisou de la déesse. Mais trêve de bavardage, il faut aller au Nécromonde pour en savoir un maximum sur ces créatures. Et comme l'a bien dit Amalia, il est préférable d'avoir Killby dans son camp. C'est d'ailleurs le premier à aller dans le portail, mais cette fois il n'y a pas de tentacules roses pour les attraper, alors tout le monde le suit. Nos personnages découvrent donc ce lieu chaotique et désertique. Et Amalia est d'autant plus inquiète de ressentir aucune vie végétale dans ce monde. Mais il ne s'attendait pas à se faire accueillir par Tauros Mandal en personne, qui fait une entrée remarquable. Et oui, là c'est le wow effect. On peut d'ailleurs voir quelques gouttes de sueur sur la tête d'Adamaï, parce que oui, leur premier réflexe est immédiatement de s'enfuir. Mais Tauros avec ses lags a complètement fait crash la liaison avec le monde des 12. Ses invités sont donc pris au piège. Killby est le seul du groupe à pouvoir les sortir de là, mais ne lui faisant pas encore entièrement confiance, les héros vont privilégier l'option du combat, pour notre plus grand bonheur. Et là, je n'ai juste plus les mots pour exprimer à quel point j'ai été conquis par toutes ces scènes. Là, clairement, c'est ce que j'attendais de la saison 4 de Wakfu. On commence avec Joris qui revient dans le devant de la scène, qui trouve d'ailleurs immédiatement le point faible de Tauros, c'est Dofus, car ses gemmes violettes en sont finalement bel et bien. Ne pouvant pas se battre avec du Wakfu, Amalia a repréparé des épées en bois pour que les trois héliatropes l'attaquent de front dans une scène incroyable. Adamaï par contre prend assez cher, mais cette fois-ci je ne vais pas râler, car ma prière a été entendue. Adamaï se retient. Les Dofus pourraient en effet lui octroyer une force physique capable de vaincre Tauros, mais les conséquences pourraient être gravissimes, surtout pour alimenter peut-être les autres nécromes, ce qui fait un joli parallèle entre Yugo, Adamaï et Tauros, qui nous apprend que son propre monde a été ravagé par ces Dofus à lui. Et je peux me tromper, mais j'ai l'impression que ça rejoint un peu la thématique du bras de fer entre Gulthard et Tristepin dans l'épisode 7. Mais Nora, quant à elle, est toujours paralysée par la présence de son frère Ephraim, mais cette fois ça ressemble quand même plus à une hallucination, ou peut-être juste le lien qui les unit. Mais quoi qu'il en soit, nos combattants ne peuvent absolument rien faire face à ce monstre, qui avec tous ses pouvoirs combat d'une façon très créative. Nos héros n'ont donc plus d'autre choix que s'en remettre à Killby, et Adamaï, qui était jusque-là le gardien des 6 Dofus, renoncera donc à eux, et Killby se donnera à cœur joie d'utiliser enfin leur pouvoir. Et je ne vois pas pourquoi tout le monde le soupçonne de la série, il a l'air très sympathique avec cette tête ce monsieur, vous ne trouvez pas? Mais après du recul, utiliser les Dofus avec leur énergie de Wakfu pour alimenter Tauros un bref instant n'était pas une si mauvaise idée, car tant que Tauros mange, il n'attaque pas. Et j'ai quand même deux petits regrets. Le premier, c'est qu'on n'a pas le droit à un portail dimensionnel comme on avait vu dans les saisons précédentes, mais bon, ça, honnêtement, c'est pas très grave, mais encore une fois, j'aurais encore plus pris mon pied si un certain MMO Waven n'avait pas révélé quelque chose d'aussi important par rapport à Killby. Mais du coup, le portail a fonctionné et Tauros, qui continue de laguer, a complètement fait déconnecter Yugo du monde des 12. Mon dieu, j'ai vraiment adoré ces épisodes, et particulièrement l'épisode 8 qui est pour le moment mon préféré de la saison. Concernant le personnage de Tauros, il est encore trop tôt pour dire si c'est le meilleur méchant de la série, mais pour le moment je trouve son introduction vraiment réussie. Pour reprendre uniquement la série, il nous a été suggéré plusieurs fois pour finalement nous être présenté par Nora comme un être extrêmement puissant. Et franchement, on peut dire qu'il a été à la hauteur. Je vois pas mal de gens dire qu'il est méchant pour être méchant, et pareil, c'est encore trop tôt pour le dire, mais de ce qu'on en a vu pour le moment, malgré les atrocités qu'il a pu faire et son apparence horrifique, il a l'air d'être quand même une personne avec qui on peut avoir une conversation agréable. On le voit plusieurs fois complimenter ses adversaires et même reconnaître la valeur de ces derniers, et je suis vraiment impatient de voir ce qui va en suivre. Mais il est temps de passer à la partie technique, et je m'excuse d'avance si j'oublie certaines choses, car ça va sûrement être le cas. Déjà, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que l'animation de l'épisode 8 était vraiment à la hauteur de nos attentes, sans parler de la chorégraphie et de la mise en scène. Le combat de Yugo et Killby en chute libre, c'était génial. Le combat contre Tauros, où on sent vraiment la force des coups. On peut également un peu parler d'horreur quand Tauros s'avance vers nos héros, où son vieux corps craque dans tous les sens. Et je ne sais pas si je vais faire le tour de toutes ses capacités, car même si j'ai plaisanté sur sa téléportation qui lag, je trouve que l'effet est vraiment efficace, qui ajoute un côté jumpscare qui fonctionne. Et tous ces objets qui matérialisent avec ses pouvoirs me rappellent un peu Gwen et l'Enchantress dans Ben 10 Alien Force. Et d'ailleurs, ce coup d'épée me rappelle beaucoup l'ultime de Viego dans League of Legends. La musique qui accompagne le combat est d'ailleurs une belle réédite de Nox contre Gougal. Et en parlant de son, je vais évoquer quelque chose dont j'ai pas trop parlé dans les reviews précédentes, c'est le sound design que je trouve vraiment propre.
Et on va terminer sur les sons avec quelques comédiens. Le personnage de Tauros est doublé par Lionel Chua, que je connaissais pour avoir doublé Brainiac dans Injustice 2. Rapide et observateur. Et on avait évidemment Marjorie Frantz pour la reine de Bonta, qui est une très bonne comédienne. Votre peuple est un fléau pour ce monde, Hugo. Un fléau. Et toutes mes félicitations à Laurent Morteau qui continue de jouer à la perfection le rôle de Kilby, et surtout sa folie. Dans la quête enfermée. Je suis tout sauf faible. Je déteste la violence. Voilà tout. Et donc tout ça pour dire, sans pour autant dénigrer ce qui a été fait avant évidemment, que les plans réutilisés de la première partie de la saison cachaient quelque chose de grandiose pour cette seconde phase. Et franchement je suis content que ça a été fait dans ce sens pour cette fois, et donc si on continue sur cette lancée pour la suite, je ne regrette absolument pas d'avoir donné pour le Kickstarter. Et comme d'habitude je vais terminer par la partie théorie. Et toujours pour ceux qui ne désirent pas en savoir plus, et bien on va se laisser là-dessus, mais je vous invite quand même à laisser un pouce bleu si mon contenu vous plaît, et bien sûr laissez un commentaire pour partager votre ressenti sur les épisodes. Et si vous voulez continuer de parler de la série entre vous, et bien je vous invite si c'est pas déjà fait à rejoindre le Discord communautaire en Animation, où on réunit énormément de fans de la série et du Crossmose, et le lien est bien sûr en description. Sur ce, place à la théorie. Dernier petit disclaimer, je ne vais pas parler de ce que Oku a publié ces derniers temps, parce que je ne les ai tout simplement pas vus, et tout le monde m'a dit de ne pas les visionner, car apparemment ça en révélerait beaucoup trop sur ce qui va arriver dans les prochains épisodes. Mais si par hasard vous les avez visionnés et que vous souhaitez en parler en commentaire, je vous demanderai d'écrire le début de votre message par une étiquette spoil, suivie d'un énorme espace, et je vous lirai une fois que les épisodes seront sortis. Et de toute façon, Oku semble avoir bien compris le problème, et a donc supprimé les posts. Mais bref, aujourd'hui on va donc parler du Necromonde, et essayer de un peu tout comprendre sur ce qu'on vient d'apprendre. Déjà dans un premier temps, on va essayer de mettre fin à une rumeur qui circule. Non, le Necromonde n'est pas le MMO Dofus et Tauros Mordal n'est pas le joueur. Bon, en soi, ça sort pas vraiment nulle part, car honnêtement, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé quand Nora nous a expliqué que Tauros était le premier à avoir réuni les 6 Dofus primordiaux. Et en soi, c'est vrai, on peut y voir une certaine métaphore, ou même un univers alternatif où le joueur aurait pris tous les mauvais choix et aurait fait le malheur autour de lui, mais du coup non, le Necromonde a été créé bien avant le monde des 12. C'était d'ailleurs peut-être le premier monde créé par les 12 dieux, enfin les 10, enfin vous voyez ce que je veux dire, enfin selon la chronologie quoi. Et donc les choses ont potentiellement mal tourné quand l'un de leurs disciples a réuni les 6 Dofus primordiaux qui ont peut-être tous été pondus par Rotalstrom. Et depuis, ce triste monde serait devenu en quelque sorte la poubelle des dieux, ce qui rejoint un peu le Necronomigore qui contiendrait les connaissances interdites concernant les dieux et leurs pires péchés. Mais ça vous le savez si vous avez joué à Crossmaga ou si vous avez visionné la vidéo Iceberg. Et au passage, Todd nous a confirmé que le Necromonde n'est pas une dimension, ce qui signifie que ce qui sépare le monde des 12 des Necromes, c'est la distance. Par contre, ce qui m'étonne, c'est qu'à aucun moment Nora ne parle de la guerre contre les méchasmes. Ce qui fait qu'on a peut-être un anachronisme, parce que si c'est pas elle qui a détruit Orgonax il y a 10 000 ans, alors qui sait? Le premier chapitre du tome 4 de Wakfu n'est donc-il plus canon? Ou bien peut-être que Nora nous dit pas toute la vérité. Et oui, mon avis de la review précédente n'a pas changé, pour moi elle est toujours autant suspecte dans cette affaire. Déjà, il y a toujours cette forme de losange sur ces portails, mais en même temps, ces losanges, on les voit vraiment partout, même quand il s'agit pas du Necromonde. Et c'est vraiment très bizarre. Mais Kilby confirme bien qu'il s'agit d'un portail héliatrope, mais que celui-ci serait de stasis. Alors, on a bien les héliotropes qui maîtrisaient la stasis dans l'épisode spécial au repos, mais comme on l'a vu il y a quelques épisodes, on a une frame qui montrerait que Nora pourrait maîtriser la stasis. En tout cas, là on a la couleur. De plus, il y a quelque chose d'étrange dans sa scène avec Hugo, devant le portail des Necromes. On peut observer quelques murmures sur son masque. Alors, c'est un portail héliatrope. Bon, tout ça c'est bien beau, mais c'est quoi son mobile? Enfin, je ne pense pas qu'elle agisse non plus par malveillance, mais plutôt par contrainte. Peut-être qu'elle a passé un deal avec Tauros pour pouvoir sauver son frère, qui sait. Et c'est peut-être pour ça qu'on le revoit apparaître de temps en temps. Parce que, vous réalisez ce qui va se passer si son frère n'est pas libéré? La déesse nous a expliqué qu'une fois corrompu par les Necromes, il est impossible de revenir dans son Dofus. Mais si Ephraim ne revient pas, Nora ne pourra pas renaître par la suite, et aura par conséquent plus d'héritage pour le peuple héliatrope. Après, j'avoue que pour cette théorie, je pars peut-être un peu loin, mais je trouve quand même Nora un peu louche. Mais c'est bien ici que va se terminer la vidéo. Je vous remercie pour votre écoute, et j'ai hâte de redécouvrir la suite avec vous. Sur ce, à la fois prochaine!